y a des endroits dans le code qu'on écrit où le code est lent, le code est assez difficile à lire. Il ne se conforme pas tout à fait aux standards qu'on souhaiterait s'imposer. Il n'est jamais refactorisé et pas toujours fiable. Je précise, ce n'est pas seulement le code de Félix. Ah oui, non. Chut. On ne peut pas donner de nom. On va pas donner de nom. Euh, De quoi je parle là? Bah voilà. Du code d'essence. Code Python. Ouais. On trouve un endroit dans le code Python où c'est comme ça? Ouais. Dans le code qu'on écrit à peu près tous les jours. Pas de raison. Un truc avec un paiement? Par exemple, le register. Les views. Qu'est-ce qu'il va me faire dire? Bon, on va y arriver. Les tests? Globalement, des fois on a tendance à un petit peu oublier que les tests c'est du code et que ça doit correspondre à nos critères de qualité. Alors on ne va pas tout aborder aujourd'hui, évidemment. On a déjà parlé ces dernières semaines de la lisibilité des tests, notamment en Swift. Aujourd'hui, avec Django, on va parler de comment rendre des tests rapides. D'où le titre de ma présentation. Alors l'objectif qu'on va essayer de se tenir, et c'est assez certaines une bonne pratique qu'il faut mettre, faut réussir à tenir, c'est que on lance make test là, ou l'équivalent qui lance tous les tests, et ça devrait durer moins de 20 secondes. Il y a un petit astérix en excluant les 10% de tests pourris, de tests qui interrogent des web services, etc. Selon on les exclut en les taguant correctement. Et bien évidemment, le meilleur moyen d'avoir des tests rapides, c'est pas en écrire. Donc, on a toujours l'idée d'avoir un certain code coverage. Aujourd'hui, on sait très bien faire ça. Enfin, ou 80%, ou 75%, enfin, on met les chiffres qu'on veut, ça, on sait très bien le faire. On a les techniques pour arriver à peu près à tester tout ce qu'on veut tester. Même MongoPay. Ça, c'est là-dessus qu'on va travailler. À quoi ça sert tout ça? Premièrement, c'est du confort. Du confort dans le cycle de j'écris un test, je code, je corrige, je reteste, je débug, etc. Si à chaque fois que je lance la commande match.py test, j'attends 2 minutes avant de savoir si la ligne que j'ai modifiée elle est bonne ou pas, et ben on va pas très vite. Si jamais les tests commencent à être longs, à être pénibles, on a tendance à en écrire moins de tests. Et du coup, c'est mon deuxième point ici, c'est on serait tenté de dire je vais faire moins de tests parce que de toute façon, les tests, je les exécute plus. Parce que c'est trop long, ça me fait chier. Enfin, je veux dire, c'est pas que ça me fait chier, mais c'est que j'ai d'autres choses à faire dans ma journée. Si on a des tests qui sont rapides, on peut les jouer avant chaque commit. Si on a un quart d'heure de test, je ne vous cache pas qu'on ne les joue pas. On dit on verra l'intégration continue, ce qu'elle dit. Puis des fois ça le dit et puis ça, on ne le voit pas, ou des fois etc. Donc ça pourrait nous arriver de pousser dans le repo des états où les tests ne passent pas. A l'inverse, si on a des tests qui sont rapides, on est plutôt à l'aise à tester des choses. Voilà, je corrige mon bug, j'appuie sur le bouton et j'attends quelques secondes, bim, ça marche. Ou pas. J'ai pas de scrupule à rajouter des tests.
compris des tests un petit peu compliqués. Parce que si mes tests sont rapides, peu importe la complexité des tests que je rajoute, je vais toujours rester rapide. Donc on cherche à changer d'échelle, changer d'ordre de magnitude sur la vélocité d'exécution des tests. Et évidemment, je vais jouer mes tests avant chaque commit parce que c'est une règle qu'on s'était fixée et qui est d'autant plus facile à suivre si jamais ça ne prend pas un quart d'heure. Alors j'ai un certain nombre de recettes. Quand il y a le petit drapeau vert là, ça veut dire que c'est un truc qui est facile à mettre en œuvre. Il n'y a que du gain et il n'y a pas trop de questions à se poser. Ça peut être mis en place très facilement. Première chose, c'est sur la gestion des mots de passe. Donc si on met un paramètre pour les tests et seulement pour les tests où le password hasher est le MD5, sur une appli, sur l'appli qui gère mes comptes sur ma voiture moins chère, je divise par 2 le temps de test. Alors comment ça marche? Django il stocke jamais les mots de passe en clair quand on crée un compte. Il utilise une fonction de hachage qui doit avoir comme propriété de ne pas être trop simple à calculer d'un point de vue CPU, parce que si jamais c'est trop rapide, il suffit de faire toutes les tentatives et je devine les mots de passe. Donc on a j'arrive à reverser le mot de passe à partir du hash. Donc il y a tout un tas d'algorithmes supportés par défaut dans Django qui ont la particularité d'être lents. C'est volontairement lent. Donc pour les tests, on n'est pas en train de se dire ma base de données de mot de passe de test, j'ai pas envie qu'elle se finisse sur Reddit, tu vois. On n'est pas en train de se dire ça. Donc on va utiliser le ND5 qui est le plus simple, le plus rapide et qui va réduire fortement la consommation CPU des tests. Sur des projets où il y a plus de comptes qui sont créés comme Clean, avec Félix, on avait constaté en mettant ça qu'on passait juste sur l'appli qui gère les tests, qui gère les comptes, pardon, de quelques secondes à 100 millisecondes, quelque chose comme ça. Donc un facteur 10, un facteur beaucoup plus gros que celui-là, quoi. Et ça, par contre, comment on l'active? C'est dans les settings? Alors, la pratique, elle est d'avoir un fichier de settings pour les tests qui hérite du fichier de settings normal. Et si vous utilisez Tox, par exemple, vous lui mettez en variable d'environnement Django settings module égale mon projet.test settings. Ok. C'est déjà ce qu'on a. C'est déjà ce qu'on- ok. Il y avait aussi un truc, on peut faire un if, je sais plus quoi, test, directement dans le fichier. J'ai déjà fait ça par le passé, ça dit quelque chose? En gros, Je sais pas, mais la configuration du fichier de settings pris par Django, par convention, c'est par variable d'environnement. Donc tout ce qui est hors convention, je serais tenté de dire à éviter, sachant que si tu peux passer un paramètre quand tu fais manage.py run server, pas run server test. Non, c'est directement, en fait, tu as juste à mettre if quelque chose, je sais plus ce que c'est le quelque chose, if quelque chose dans le fichier de settings et tu peux setter un settings différemment pour le cas où tu es un test. Bon, ça évite les erreurs dues à ce if peut-être, au moins on est sûr, on a séparé les deux. Bah, je suis pas sûr que tu aies envie d'avoir un fichier de settings différent que le truc par défaut, quoi. Enfin, moi, Sachant que t'hérites du premier, enfin, c'est pas très grave. Enfin, t'es sûr que tu vas juste modifier ce que t'as envie de. Je pense qu'il vaut mieux éviter de polluer les settings que Ouais, tu de vas envoyer base, sur le ouais. serveur de trucs de test. Ok. Sachant que tous les autres vont en hériter après. Je suis assez d'accord avec le consensus qui émerge. Et comment tu l'intègres si tu n'utilises pas Tox? Comment tu l'intègres? Bah, tu mets un variable d'environnement. Le fichier, tu le mets au même endroit. Et par exemple, si c'est Werker qui lance les builds, tu mets la variable d'environnement. Si c'est un makefile qui lance les builds, tu mets la variable d'environnement dans la commande. Make-test, il set la variable d'environnement, puis on lance match.py test. Comme ce que fait Tox, il n'y a pas de magie là-dedans.
Ça, c'est facile à mettre en œuvre et c'est, je veux dire, c'est assez significatif. Je vous le recommande. Le deuxième point, il est un peu plus conséquent. J'ai pris un exemple, toujours dans le projet sur lequel je bosse, là, où j'ai un modèle qui est la station de lavage, AutoWash. Et je regarde le temps que ça me prend pour, on va dire, accéder à la base de données. Donc quand j'y accède pas, je crée une instance de mon modèle Django, mais pas par le point object, directement par l'objet, parenthèse, enfin constructeur normal. C'est inférieur à une milliseconde, ça se compte en microsecondes, c'est dans l'erreur de mesure. Si je fais un create avec les mêmes paramètres, on est à peu près 12 millisecondes. Si je fais un getter create, je fais 14 millisecondes. Si je fais un insert, c'est-à-dire je crée l'objet puis je fais un save, c'est 12 millisecondes. Et si je fais un bulk create de 100, je suis à 70 millisecondes, de 100 éléments, de 100 stations de lavage, je suis à 70 millisecondes. Et vu que j'en ai créé 100, si je ramène ça à une seule instance, ça fait 0,7 millisecondes. T'as essayé avec une seule instance? C'est bien léger. C'est pas. Non, le bulk create de une instance, c'est exactement la même chose que ça. Que ça. Mais ce que je veux te montrer, c'est que ce qui coûte cher, ce qui coûte 10 fois le prix, c'est de passer par la base de données. Autrement dit, si vous avez des tests qui ne tapent jamais la base de données, vous êtes au moins 10 fois plus rapide. Et on se l'interdit pas, de ne pas passer par la base de données? Non, mais on peut faire différemment. Peut-être qu'on peut faire des in-memory tout le temps. Alors, il y a des moments où on peut faire du in-memory, il y a des moments où on ne peut pas. Pour les moments où on peut, il faut éviter de passer par la base de données. Au moins, on peut éviter d'y passer. Et alors, il y a deux choses à mettre en place. Premièrement, sur les fixtures qui créent les objets, rajouter un paramètre, save égale true ou false par défaut. Ça dépend si vous êtes déjà dans un projet existant, je mettrai save égale true. Comme ça, par défaut, on ne change pas le comportement. Si vous êtes dans un nouveau projet, je mettrai save égale false pour explicitement demander à ce que les objets soient persistés en base quand vous en avez besoin. Ce qui fait que par défaut, ils ne le sont pas. Je crée mon objet. Si j'avais demandé à ce qu'il soit sauvé, je le sauvegarde et je retourne l'instance. Ce qui fait que par défaut, je ne le sauvegarde pas. Donc ça, c'est extrêmement rapide si j'ai pas ces deux lignes ici. Si ma station de lavage avait des ressources liées, par exemple une marque, pour prendre des sujets qu'on a l'habitude de manipuler, la valeur de ce paramètre, je le passe aux autres factories pour par exemple, j'aurai un def any brand je passerai la valeur du save, etc. On peut setter des relations sans avoir besoin de persister les objets en base. Question. Si tu appelles là dans un test any AutoWash avec save égale false, Ouais. et que après tu as un when I call API machin truc qui s'attend à avoir ce AutoWash en base, du coup ton test ne pourra pas marcher dans ce cas-là. Non. Okay. Il faut utiliser ces mécanismes-là pour les tests, on va dire, unitaires. Alors, ce que tu appelles, c'est ce que tu viens de dire, c'est un test d'intégration. On fait un test d'intégration, c'est-à-dire je vais construire l'URL qui me permet d'accéder à la ressource, j'encode mes paramètres dans la requête HTTP, la requête passe par tous les middleware, elle arrive dans ma view, elle est désérialisée ou je sais pas quoi, on fait la requête en base et c'est resérialisé, la réponse repart. Ça, c'est un test d'intégration. Il faut en faire, mais il faut en faire dans la limite du raisonnable, dans le sens où si jamais on est en train de chercher de la couverture de code, c'est-à-dire tester des cas qui ne sont pas forcément les cas nominaux, alors il faut plutôt raisonner en termes de tests unitaires
Donc par exemple, si c'est de la validation de modèle, le code de validation ne doit pas être dans la view. Si vous l'écrivez dans la view, ça ne va pas aider notre histoire. Donc le code de validation, si on est sur une API, par exemple, c'est un serializer qui peut servir pour valider les inputs. Là, vous appelez le serializer avec les données que vous voulez tester, et ça n'a pas besoin de base de données pour ça. Vous pouvez valider vos modèles avec modèle.validate, clean, bon, une des deux, et ça va runner tous les validateurs, donc vérifier que votre modèle est bien cohérent, comme s'il allait être inséré en base. Tu parles de quoi comme commande validate là? Le manage.py check? Non. Tu as ton modèle, ton instance de modèle, ta station de lavage, ta station service. Un des intérêts de l'écrire en base, c'est que la base de données va faire des validations. Par exemple, je sais pas, le champ name, il doit être non nul. On peut faire ces tests de validation sans écrire en base. Django a tout ce qu'il faut dans l'ORM. Il y a la méthode validate qui fait ce que ferait la base de données. Donc si on dit on écrit en base pour valider la cohérence des données des objets les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire valider mon graphe d'objets entre guillemets, c'est pas un prérequis de passer par la base de données. Quand on veut faire ces tests-là, ces tests unitaires, le mieux est d'hériter de Simple Test Case au lieu de Test Case. Parce que Simple Test Case va crasher, va asserter si jamais on essaye d'accéder à la base de données. Ça, on est sûr de ne jamais accéder à la base de données. Simple Test Case, c'est le contrat en fait. C'est fait pour ne pas accéder à... Ces tests-là, ils sont excessivement rapides. Une fois que l'environnement Python est chargé, que la base de données est configurée, que les migrations sont jouées, etc., en avoir 1, 10, 100, ça ne change pas grand-chose, quoi. Si jamais on a besoin d'insérer des objets et de taper dans la base, il faut limiter le nombre de SQL statements. Les SQL statements, c'est les opérations SQL, c'est les requêtes SQL qu'on fait. Il vaut mieux faire une requête qui retourne beaucoup d'objets que plein de petites requêtes. Grosso modo, l'objet .create, il a à peu près le même ordre de magnitude que le bulk insert de 100 objets. On n'a pas un facteur 100 entre lui et lui. C'est plutôt un facteur 1,5, quoi. Mais ça, c'est valable aussi dans le code normal. Oui. Évidemment, c'est un point que je voulais mentionner. C'est un test qui est lent va être lent à tester. Non, un code qui est lent va être lent à tester. Dans ce sens-là. Donc, ce que je vous dis sur qu'est-ce qui coûte cher, qu'est-ce qui coûte pas cher, faut avoir ce raisonnement dans le code de production. Parce que je peux faire tout le travail que je veux pas avoir à créer trop de requêtes SQL, etc. dans mes tests. Si le code que je viens tester, il fait des requêtes SQL en pagaille, au final, ça va être lent. Donc, quelque part, ces tests nous permettent aussi d'éventuellement détecter des problèmes de perf dans notre code. Oui, sachant que les problèmes de requêtes SQL, c'est des vrais problèmes qui peuvent arriver en prod, dans le sens où Django, c'est très facile de se mettre à faire des centaines et des centaines de requêtes SQL pour chaque requête HTTP, et que sans s'en apercevoir, sauf le jour où tu arrives en prod et tu as plus de données, si on a ce souci-là au moment des tests, on va avoir ce souci-là au moment d'écrire le code qu'on vient tester. Donc pour les requêtes en lecture, on fait un select peut-être un peu plus large que ce qu'on imaginait. Par exemple, je vais faire un gros select, mettre ça dans une structure de données en RAM et puis itérer dessus, plutôt que d'itérer sur quelque chose, puis pour chaque élément de mon itération, refaire un getter create ou un get. Ça, c'est excessivement long.
quand je vais vouloir insérer des objets en base, je sais pas, j'itère sur un fichier XML et à chaque entrée, je veux insérer en base un fichier. Au lieu de faire l'insertion à chaque entrée du fichier, je vais faire une insertion à la fin quand j'aurai fini de traiter le fichier. Et cette insertion qui va peut-être insérer 100 éléments, elle sera à peu près aussi rapide que si j'en insérais un qu'un seul. C'est un statement SQL. Et il va être gros, mais bon. En termes de ce qu'on manipule, il y a un gain très important à ce niveau-là. Un transaction commit, il sert à acter le fait que tu as terminé de travailler et tu demandes au système de base de données de venir persister les résultats de ta transaction dans son système de stockage permanent. Et tu ne peux plus faire de rollback une fois que tu as fait ton commit. Il y a un certain nombre de mythes qu'on trouve sur internet sur la perf, donc c'est les contre-recettes, les trucs où ça sert à rien, c'est de passer en debug à false. Si vous arrivez à me trouver un gain de performance là-dessus, je suis intéressé par la méthodologie parce que j'ai jamais vu de différence dans ce qui est mesurable. Template debug aurait peut-être quelque chose à voir, mais vu qu'on ne fait pas de site web, on ne fait pas beaucoup de rendering de pages HTML, donc voilà. On fait de la génération de PDF. Il y a du templating. Et ben, si tu nous trouves un gain significatif à mettre ça à trou pour faire des PDF, tu nous le diras. Sinon, l'autre truc tout con, depuis les versions assez récentes de Django, il y a un paramètre qui est moins K ou moins keepDB qui permet de garder la base de données entre chaque run des tests. Ça évite de rejouer toutes les migrations. Les migrations, au début, c'est gratuit parce qu'il n'y en a pas. 2 semaines dans le projet, j'en ai peut-être 20. 1 an dans le projet, j'en ai peut-être 200, quoi. Donc c'est un coût qui s'accumule à chaque fois. Ou 3 mois dans le projet, j'en ai peut-être 150. C'est ça. Non, il n'y a pas de. Si vous voulez, il ne faut pas se freiner à faire des migrations quand c'est nécessaire. On paye le coût de la création de la base et du déroulé de toutes les modifications. Il faut voir que quand on part d'une base vide et qu'on joue toutes les migrations, si on a rajouté un champ, retiré un champ pour en mettre un autre, etc., tout ça, les statements SQL, ils sont rejoués à chaque fois, quoi. Sur, pareil, le projet moteur moins cher, ça divise par 2 le temps de test. Donc, c'est quelque chose qu'il faut mettre dans vos scripts, Makefile ou Tox ou ce que vous voulez, en local, rajouter le moins K pour que ça aille un peu plus vite. Je me permets de préciser un petit truc. Parce que tu as eu le cas il y a récemment, si tu fais une modification dans un modèle et que tu fais un make migrations, puis qu'après tu refais une modification mais que tu n'as pas encore commité, du coup tu supprimes ta migration et que tu en recrées une autre, tu vas être obligé de relancer les tests sans cette option qui delete la base et à nouveau voilà. Sinon tu fais un management.py drop testdb et puis il la drop et tu relances ta commande habituelle. Okay. Ou tu fais un drop db à la main, ça marche aussi. Il y a des cas effectivement où ça peut être un peu problématique en dev, où il va nous foirer une migration, etc. Donc il y a des cas où il faut la virer puis redémarrer d'une base vierge. Mais on va dire sur 20 fois où tu lances les tests, il y a peut-être une fois où tu vas repartir d'une base vierge. Il ne faut pas avoir peur d'intégration continue, on part toujours d'une base vierge. Donc le test, à chaque commit de repartir de zéro et de rejouer toutes les migrations, il est joué en intégration continue. Et en intégration continue, on peut le laisser bosser quelques secondes de plus pour jouer tout ça. C'est pas notre temps, c'est le temps d'une machine. Si vous creusez un peu le sujet, vous trouvez une recommandation que je ne vous recommande pas.
c'est d'utiliser SQLite en in-memory. Donc, effectivement, ça va plus vite. On a 0 accès disque. Il n'y a pas de sérialisation de données entre Postgres entre le backend de base de données et l'appli Django. Tout est dans le même process, etc. Ça va plus vite. La recommandation, si on regarde la doc du Django, c'est que c'est bien pour tester, sauf si on a besoin de données spécifiques, de type spécifique à Postgres. Et pas de bol, je connais pas un projet où on n'en a pas besoin. Dès qu'on va utiliser du géospatial, c'est spécifique. Il y a des extensions dans SQLite, mais qui ne sont pas ISO fonctionnelles, qui n'ont pas le même comportement que ce qu'il y a avec PostGIS. Il n'y a pas les géographies, par exemple. Géographie, c'est le fait de voir des index en latitude, longitude. Moi, j'utilise très souvent et de plus en plus les array data type, maintenant qui sont un support officiel dans Django, et les JSON binary data type. Donc c'est un don't parce que nous, on utilise Postgres. Parce qu'en théorie, c'est un bénéfice. Dans nos projets à nous, vu qu'on a systématiquement 1, 2 ou 3 choses comme ça, ça devient un don't parce qu'on se sépare pour le coup beaucoup des tests de base de données, des tests la différence de backend de base de données est quand même assez importante. On ne fait jamais nos projets en se disant ils fonctionneront en MySQL comme en SQLite, comme en Postgres. Donc on est toujours lié à Postgres en réalité. Donc en fait, tu peux t'amener à faire des tests et ils pètent, alors que c'est juste parce que tu n'as pas le bon back-end. Ouais, ou faire des tests qui marchent et puis t'arrives en prod, ah oui, non, c'est pas les mêmes fonctions. Ah oui, ben non. Ou ça marche, mais ça n'a pas les mêmes performances en termes des mêmes caractéristiques en termes de performance. C'est un truc qui a une complexité en O2N sur SQLite, tu auras une complexité en O2N2 sur Postgres parce que c'est pas le même algo qui est implémenté derrière, quoi. Donc c'est c'est se faire avoir pour des conneries. Sur les bases de données qui sont utilisées pendant les tests, elles sont très légères. Il n'y a que quelques. Vu que la base de données et les transactions ne sont jamais committées dans Postgres. Quand on joue les tests, donc on part d'une base vide, on insère une station de lavage, un washer, une brande, etc. Et à la fin du test, on fait un rollback, c'est-à-dire que c'est jamais persisté. Donc, peu importe comment on va changer les paramètres de Postgres, paramètres de comment il écrit sur le disque, de ses tailles de buffer, etc., ça ne va pas changer grand-chose sur la performance des tests. Genre, pas grand-chose, genre, rien. Donc, ne perdons pas de temps là-dedans. Dans ce qu'on a testé, il y a souvent des interactions avec des web services. Donc il y a deux problèmes à tester des web services externes. Par rapport au sujet du jour, c'est excellent. Et le deuxième problème, c'est que ce n'est pas forcément très fiable. Donc MongoPay a au moins le mérite de nous pousser dans nos retranchements sur ces sujets-là et de nous avoir convaincus à mettre en place des mocks. Alors les mocks, c'est un modèle simple du système qu'on veut retirer des tests. C'est un modèle simple mais interactif. C'est-à-dire que dans le mock de MongoPay, on peut créer un user, on peut lui enregistrer sa carte. Et quand on va demander la carte, ça va retourner la carte qu'on avait enregistrée. Il faut que ça reste simple parce que tout ça c'est bidon, donc on ne va pas passer des jours et des jours à implémenter des règles métiers très compliquées. C'est pas parce qu'on fait des mocks qu'on laisse tomber complètement les tests d'intégration avec le web service externe. Donc on a une technique qui consiste à écrire le test, que j'ai trouvé dans le code source de Django en fait, qui consiste à écrire le test case, on va dire normal, qui fait l'intégration, qui fait les tests d'intégration, les tests fonctionnels, donc c'est-à-dire qui appelle vraiment le web service, et de le sous-classer, ce test-là, en décorant la classe de test,
pour que ça vienne configurer les mocks à chaque méthode. Et du coup, on a systématiquement les tests fonctionnels réels qui sont joués et les mêmes tests, juste avec les mocks, qui sont beaucoup plus rapides, mais qui sont joués sur le même code contexte, le même scénario de test, exactement. Et ça, en permanence, les deux sont testés à chaque run et ça permet de détecter que le mock ne répond plus tout à fait correctement par rapport au réel. Ça permet de mettre à jour le mock. L'idée de ça, c'est de garder des tests fonctionnels quand on teste vraiment la brique externe. Mais après, tout notre code qui va normalement servir de ce web service, de cette brique externe, lui, il doit passer par les mocks pour être rapide. On pourrait envisager les tests fonctionnels réels en CI et les tests mock chez nous en dev local, quoi. La notion de Flaky, là, ça fait 2-3 fois que j'en parle dans la présentation, c'est la même notion que celle dont on a parlé dans les tests Android. C'est de venir taguer les tests. Et notamment ceux qui nous intéressent, c'est ceux qui sont flaky, donc ceux qui sont pourris, on va dire, longs, pas fiables, pour que quand on est dans le processus de développement, test, etc., que quand on veut la commande qui on retourne en 10 secondes ou en 5 secondes, savoir si mes tests passent, qu'on ne soit pas emmerdé avec ces tests flaky, quoi. Mais qui doivent être joués à chaque commit par intégration continue qui, elle, a le temps de les jouer. Ah, j'en avais un, mais je ne sais pas ce qui s'est passé avec le slide. Donc, il y en a un sixième. Depuis Django 1.9, on peut lancer les tests en parallèle, en multiprocesseur. Donc, grosso modo, il démarre son instance de test. Il se fork en N process. Il répartit, je ne sais pas s'il y a 100 tests, c'est 25 tests chacun. Et puis il joue les 4 en parallèle. Il crée 4 bases de données. Donc pareil, si on utilise le -k, on gagne autant de temps. Et ça, grosso modo, si vous mettez sur les sujets, les projets typiques comme on fait, vous arrivez à diviser par 2 ou 3 le temps de build en mettant 4 workers pour les tests. L'option à moins parallèle. Au-delà, ça marche plus très bien. Ça scale plus trop. Donc, avec tout ça, je reprends le slide de tout à l'heure. On a pas mal de pistes pour arriver à ça. Du coup, est-ce que, voilà, si on a à mettre ça dans les projets, comment on s'y prend, comment on voit les choses? Dans le code normal ou dans le code de test? Dans le code de prod, quoi. Moi, je trouve ça compliqué à mettre toute la partie sans appeler les web services, faire tous les cas. Je trouve ça difficile. Là, à l'heure actuelle, ça va être difficile à mettre en place directement. Parce que par exemple, on va prendre la fonction d'achat, je pense que c'est elle une des plus lentes. Dans la fonction d'achat, je pense du coup qu'il y a plein de choses qu'on vérifie dans la fonction qu'on devrait vérifier autre part, en fait, je pense. Clairement. Ça, c'est un début de réponse. Mais voilà, en fait, je pense qu'il faudra reprendre les fonctions et tout ce qui est vérification d'un paramètre, le caler autre part. En fait, faut le mettre. Ça devrait être c'est un form ou un serializer. Les forms et les serializers, ils se testent de manière unitaire, de manière exhaustive, unitaire. Et de manière occasionnelle par intégration. Donc je pense déjà qu'il faudrait faire ça. Et ça nous gagnerait quand même pas mal de temps. Je pense qu'on a environ, je sais pas, 3 quarts de nos tests pour ça, quoi. Pour tester chaque if finalement de cette fonction, par exemple. Il y a moyen de benchmarker avec Django le temps que passent les tests de manière unitaire et... Chaque test? Ouais. Moins verbosity égale 2? Ouais. Ça veut dire combien de temps passe comme test? Et après, est-ce que vous avez l'habitude de runner les tests en local? Ouais. Tout le temps. Ça va plutôt vite, je trouve.
maintenant qu'il y a les mocks, ça va assez vite. Ah ouais, ça va beaucoup. Enfin, par rapport à Mais avant. il y avait exploitable. encore, ouais, mais il y avait encore un test ou deux. Il y a encore un test ou deux qui sont faits. Ouais, mais ça, on pourra pas le moquer celui-là. Ouais. C'est une action manuelle. Enfin, c'est déjà. Ah, mais du On coup, a déjà fait notre possible. il prend peut-être la moitié du temps. Oui, mais là, le truc, ça serait de le mettre en mode flaky, mais pour l'instant, on n'a pas les tags vu qu'on n'est pas dans la bonne version de Django. Du coup, c'est comment qu'on fait pour. Les tags, c'est 1.10. 1.10, autrement, il y a un truc avec Nose, mais on sait Ça marche pas très bien. pas. Ouais, ouais. D'accord. C'est l'autre fois. Donc, ouais, faut monter en 1.10. Parce que moi, c'est pareil sur Ima, hein, j'ai plein de web services que j'appelle, donc j'ai la même problématique. Aujourd'hui, je n'active que les tests en mode virtuel, donc je fais aucun appel réseau. Mais du coup, je challenge pas les web services régulièrement, quoi. Toi, t'as pas les deux. En fait, j'ai désactivé tous les tests qui appellent les web services. Ah oui, d'accord. Et je les lance de temps en temps en local, mais c'est tout. D'accord. Ça, par contre, ça, c'est un avantage, on a une partie qui teste réellement. Même avec la technique. Ouais. Et, Surcharger les tests, enfin, de faire hériter. Quoi. je pense que je suis venu passer à Django 1.10, quoi. Je sais pas comment on peut faire ça. Moi j'avais une question, mais je pense que ça a été un peu répondu. En gros, c'est que là on a mis en place création de facture, donc création de PDF à la fin de chaque order, et donc ça a rajouté un tout petit peu de temps. Mais je pense que le coût du settings juste pour les tests, ça va m'aider à mettre un petit if. D'autant plus que les settings peuvent être changés à la volée dans les tests. Chaque test, ouais. Ouais. Mais tu veux lequel? Tu veux utiliser quel settings? Mais en fait, moi je Sans vais créer un. rajouter un settings qui permet d'activer ou pas la génération du PDF. Moi, je ferais toi, ce que je ferais, c'est plus que j'aurais ma fonction de création de PDF qui écrit ça dans un in-memory file avec string.io. Ouais. Et c'est ça que tu testes unitairement. Donc, Ouais, mais même général PDF, c'est ça qui doit prendre un peu de temps, non? C'est ça. En fait, c'est le fait de le lancer et en gros, j'ai quelques tests qui contrôlent le PDF, mais dans tous les autres cas, en fait, ils se lancent sans que je les. Ouais, donc il te faut un setting qui, par défaut, active la génération de PDF, sauf dans les tests qui la désactive. Et pour les tests où tu vérifies effectivement le PDF, avant de rentrer dans le test, tu viens activer resetter setting. Ça se fait d'écrire du code qui réagit au changement de settings. Dans le code normal ou dans le code de test? Bah, dans le code de prod, quoi. Alors, en prod, ça arrive jamais. Tu ne vas jamais changer ton setting. Oui, Avec un serveur qui tourne. tourne. Le code sera quand même là. Le Oui. if, Et il y a un signal qui sert à savoir que tu as changé les settings. Dont on peut se servir. Je sais pas si tu avais lu ta variable des settings pour génération de PDF et que tu avais instancié tel objet avec, et tu te mets sur ce signal là et puis l'objet tu le fais disparaître en lisant les settings.